Voici un récit créé pour la chaîne YouTube. Miłość w blasku świek. La pluie d'automne battait avec une violence ininterrompue contre les hautes fenêtres cintrées de la bibliothèque de Blackwood. À l'intérieur, le crépitement du feu de cheminée peinait à réchauffer l'atmosphère glaciale qui s'était installée entre les deux occupants. Le duc de Rothbury, Arthur, arpentait la pièce d'un pas lourd et nerveux, sa haute stature se découpant contre les rangées de livres anciens. Ses doigts fins tapotaient, avec une régularité agaçante, sa lourde bague sigillaire, en or contre sa paume, trahissant une colère qu'il s'efforçait de contenir. En face de lui, de l'autre côté du grand bureau d'acajou, Clara Vance se tenait d'une droiture parfaite. Sa robe de laine grise, simple et ajustée, soulignait sa silhouette frêle mais résolue. Sa main droite s'était posée sur le petit médaillon d'argent de sa mère, suspendu à son cou, et elle le serrait doucement pour masquer le tremblement de ses doigts. Elle refusait de baisser les yeux devant l'homme qui, depuis des mois, réentendait ses moindres paroles et hantait ses pensées. Sur le bois verni du bureau reposait une lettre froissée. « Je vous ai confié ce que j'ai de plus précieux, Miss Vance, » dit Arthur, d'une voix basse, vibrante, d'une amertume mal dissimulée. « L'éducation et la réputation de ma jeune sœur Georgiana. Et voilà que je découvre que vous avez servi d'intermédiaire pour ces rencontres secrètes avec mon cousin Richard dans le pavillon du parc. »« Monsieur le duc, » répondit Clara d'un ton calme et mesuré, bien que son cœur batte à tout rompre. Lady Georgiana souffrait de voir son cousin partir pour les Indes, sans un dernier adieu. J'étais présente à chaque instant pour veiller à la décence de cette entrevue. Mon seul but était d'éviter qu'elle ne commette une folie en s'enfuyant avec lui, comme elle menaçait de le faire. Arthur s'arrêta brusquement devant elle. Ses yeux sombres, habituellement si impénétrables, brillaient d'une lueur de trahison et d'une jalousie qu'il refusait de nommer. Depuis des semaines, il observait la complicité croissante entre Clara et les membres de sa famille, ressentant un tiraillement douloureux chaque fois qu'il la voyait sourire à un autre homme que lui. Le soupçon d'une intrigue amoureuse impliquant Clara et son cousin l'avait rendu fou de rage. « Une explication bien commode, » répliqua-t-il, la voix coupante comme le givre. « Et dois-je aussi croire que les regards que mon cousin vous adressait et que vous sembliez accepter avec tant de grâce n'étaient que de la pure courtoisie? Vous avez utilisé votre position pour vous immiscer dans les affaires de cette famille, Miss Vance. » Clara sentit le sang lui monter aux joues, non pas de honte, mais d'une indignation profonde. Elle lâcha son médaillon et posa ses deux mains à plat sur le bureau, se penchant légèrement vers lui. « Vos soupçons m'insultent, monsieur le duc. Si vous croyez que j'ai utilisé ma détresse ou ma position de gouvernante pour séduire votre cousin ou pour trahir votre confiance, alors vous ne me connaissez pas du tout. J'ai protégé votre sœur comme si elle était la mienne. Mais je vois que votre orgueil vous empêche de concevoir qu'une femme de ma condition puisse agir par pure bonté, sans intérêt caché. » Arthur la fixa, le visage durci par la colère. Il voulait qu'elle se défende davantage, qu'elle implore sa confiance, qu'elle lui donne une raison de chasser cette vision d'elle avec un autre homme. Il voulait qu'elle brise cette distance glaciale qui le torturait. Mais la fierté de Clara était un rempart indomptable, une noblesse d'âme qui rivalisait avec son propre titre. « Votre insolence confirme mes craintes, » dit-il froidement, se redressant de toute sa hauteur. « Je ne peux tolérer une telle insubordination sous mon toit. Dans ce cas, notre arrangement se termine ce soir. Vous êtes libre. » Le mot résonna dans le silence de la bibliothèque, lourd de conséquences. « Vous êtes libre », c'était un congé formel, une expulsion déguisée en libération. Clara accusa le coup sans ciller. Elle détacha lentement le trousseau de clés de sa ceinture et le posa sur le bureau, juste à côté de la lettre froissée. Le tintement métallique parut anormalement fort dans la pièce. « Je vous remercie pour votre hospitalité passée, monsieur le duc, » dit-elle d'une voix qui ne trembla pas. Elle fit une révérence brève, d'une dignité exquise, puis fit demi-tour. Elle marcha vers la double porte de la bibliothèque d'un pas ferme. Arthur la regarda s'éloigner,
s'attendant à chaque seconde à ce qu'elle s'arrête sur le seuil, qu'elle se retourne pour négocier ses gages ou pour demander une lettre de recommandation qui lui éviterait la misère. Mais la porte se referma doucement derrière elle, sans un bruit. La solitude retomba sur la pièce comme une chape de plomb. Arthur resta immobile, les yeux fixés sur les clés abandonnées. Dehors, la tempête redoubla de violence, projetant des branches contre les vitres. Clara monta rapidement l'escalier dérobé, menant à sa petite chambre sous les toits. Sa décision était prise. Elle n'avait pas de famille en Angleterre pour la recueillir, mais sa tante maternelle dirigeait une pension à Dieppe, en France. Elle y trouverait un refuge et un travail honnête. Elle sortit sa petite malle de cuir usée et y rangea ses quelques effets personnels. Sur sa coiffeuse, elle laissa l'enveloppe contenant ses derniers gages que le majordome lui avait remis la veille. Elle ne voulait pas un seul shilling provenant de l'homme qui venait de piétiner son honneur. Elle enfila son manteau de voyage, rabattit sa capuche sur ses cheveux sombres et prit sa malle à bout de bras. Descendant par l'escalier de service pour éviter les domestiques, elle glissa hors du château par la porte de l'office. Saadate Tafmilis. Le vent de la nuit la saisit immédiatement, lui coupant le souffle. La pluie glaciale transperça rapidement son manteau, mais elle continua de marcher sur l'allée de gravier, puis sur la route de terre menant au village. Elle savait qu'une diligence de nuit pour Douvres passait par le relais de poste à minuit. Elle n'avait que quelques heures pour l'attraper. Pendant ce temps, dans la bibliothèque de Blackwood, Arthur s'était assis à son bureau. Il tenta de reprendre sa lecture, mais ses yeux revenaient sans cesse aux clés de Clara. Un sentiment d'oppression inconnue lui serrait la poitrine. La colère commençait à s'estomper, laissant place à un vide vertigineux. Il réalisa soudain que le silence de la maison n'était plus le calme qu'il affectionnait tant, mais une absence insupportable. Elle était partie. Il l'avait chassée, et pour la première fois de sa vie, le grand-duc de Rodbury se demanda s'il n'avait pas commis la plus terrible des erreurs. Le lendemain matin, le château de Blackwood s'éveilla dans un silence inhabituel, presque funèbre. Arthur était assis dans la salle à manger, devant une tasse de thé refroidi qu'il n'avait pas touchée. La lumière grise de l'aube filtrait à travers les rideaux de velours, éclairant les portraits de ses ancêtres qui semblaient le fixer avec sévérité. Sa bague sigilière en or heurtait le bord de la table à intervalles irréguliers, trahissant son trouble intérieur. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit, hanté par le souvenir du visage de Clara, lorsqu'il lui avait rendu sa liberté. La porte de la pièce s'ouvrit brusquement, rompant le calme pesant. Sa jeune sœur, Georgiana, entra en trombe. Ses yeux étaient rougis par les larmes, et ses cheveux, habituellement si bien coiffés, s'échappaient de leurs épingles. Elle tenait contre sa poitrine un petit carnet de cuir usé, chiffonnant nerveusement les bordures en dentelle de ses manches. « Où est-elle, Arthur » demanda-t-elle, la voix tremblante de colère et de chagrin. « Ses affaires ont disparu. Sa chambre est vide. Dis-moi que ce n'est pas ce que prétendent les domestiques. » « Miss Vance a quitté mon service, » répondit le duc, d'un ton qu'il s'efforçait de rendre impersonnel. « Elle a manqué à son devoir en favorisant tes entrevues clandestines avec Richard. » C'était la seule décision raisonnable. La seule décision raisonnable, répéta Georgiana, s'approchant de la table avec une audace qu'elle n'avait jamais manifestée auparavant. « Tu es un monstre d'orgueil, Arthur. Tu as cru chasser une intrigante, mais tu as chassé la seule personne qui protégeait notre famille. » Arthur se redressa, fronçant les sourcils. « Georgiana, mesure tes paroles. J'ai vu la lettre de mon cousin. Je sais qu'ils se sont vus dans le parc, sous sa surveillance, parce que je l'ai supplié de m'accompagner, » s'écria la jeune fille en jetant le carnet de cuir sur la table, juste devant lui. Richard voulait que je m'enfuie avec lui avant son départ pour les Indes. J'étais prête à tout abandonner, mon nom, ma réputation, mon héritage. C'est Clara qui m'a retenu. C'est elle qui m'a rappelé mes devoirs envers toi et envers notre nom. Lis ce qu'elle m'a écrit hier après-midi, puisque tu te crois si infaillible. » Arthur hésita une seconde, puis ouvrit le carnet d'une main soudain moins ferme.
L'écriture de Clara, fine, élégante et régulière, s'étalait sur les pages. Chaque mot transpirait la sagesse et une profonde affection pour sa pupille. Votre frère agit par amour et par devoir pour vous, Georgiana. Ne brisez pas sa confiance pour une passion précipitée. Le véritable amour sait attendre et respecter l'honneur de ceux qu'il chérit. Si vous partez ainsi, vous le regretterez à jamais. Un silence de mort s'abattit sur la pierre. Arthur relut les lignes une seconde fois, puis une troisième. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. L'accusation qu'il avait lancée la veille s'effondrait, révélant sa propre jalousie déguisée en rigueur morale. Il avait chassé la femme qu'il aimait en secret, la seule qui veillait réellement sur le bonheur de sa sœur, en la traitant comme une vulgaire conspiratrice. « Mon Dieu !» murmura-t-il, la voix brisée par une prise de conscience brutale. « Qu'ai-je fait ?»« Tu l'as humiliée, » dit Georgiana, les larmes coulant à nouveau sur ses joues. Elle m'avait confié que si elle devait un jour quitter Blackwood, elle retournerait en France, chez sa tante à Dieppe. Elle a pris la diligence de nuit pour Douvres, Arthur. Elle est partie à pied sous la tempête pour l'attraper. Le duc repoussa sa chaise si violemment qu'elle faillit basculer sur le parquet. L'angoisse lui serra la gorge, une panique physique qu'il n'avait jamais éprouvée de sa vie d'homme. Clara était seule, sans argent, sur les routes boueuses du Kent, fuyant la maison qui aurait dû être son refuge. Il se rua dans le hall d'entrée et appela son majordome d'une voix qui fit sursauter les valets. « Faites seller mon cheval de chasse, le bail. »« Immédiatement. »« Monsieur le duc, » intervint le vieux majordome, inquiet de voir son maître dans un tel état. « Les routes sont impraticables après la tempête de cette nuit. Les arbres sont tombés, la boue est profonde. Je me moque des routes, » coupa Arthur, en enfilant à la hâte son manteau de voyage. « Faites ce que je vous dis. » Il se tourna vers Georgiana, lui prenant les mains avec une détresse que sa sœur ne lui avait jamais connue. « Je vais la ramener, Georgiana, je te le promets. » Quelques minutes plus tard, Arthur franchissait au galop les grandes grilles de Blackwood, le visage cinglé par le vent froid du matin. Le cheval glissait parfois sur la terre détrempée, mais le duc le relançait sans ménagement. Dans son esprit, les mots de Clara résonnaient comme une condamnation. « Vous ne me connaissez pas du tout. » Il devait la rattraper, obtenir son pardon, dut-il pour cela poursuivre la diligence jusqu'au bout du monde. Mais alors qu'il s'enfonçait sur la route du sud, le ciel gris et l'immensité du chemin devant lui rappelèrent cruellement que la diligence était partie depuis plus de 8 heures. La diligence de nuit cahotait avec violence sur l'étroite route du Kent, projetant ses passagers, les uns contre les autres, à chaque ornière. L'odeur de paille humide, de cuir usé et de sueur froide imprégnait le compartiment étroit où s'entassaient 5 voyageurs. Clara, blottie dans le coin le plus sombre près de la portière, serrait son manteau de voyage contre elle. Ses doigts, engourdis par le froid, caressaient machinalement le petit médaillon d'argent de sa mère. Elle fixait la vitre couverte de buée, refusant de laisser paraître la fatigue extrême qui engourdissait ses membres. En face d'elle, installé avec une aisance qui trahissait l'habitude des salons plutôt que des voitures publiques, se tenait un homme d'une trentaine d'années. Vêtu d'un manteau de drap fin au col de fourrure, il observait Clara depuis le départ de la dernière station de poste. Il sortit un monocle d'or de sa poche de gilet, l'ajusta et le nettoya avec un mouchoir de soie blanche avant de le replacer devant son œil gauche. Son regard glissa de la malle de cuir usée de Clara à ses mains blanches et soignées, puis à la noblesse de son port de tête. Une demoiselle si distinguée, voyageant sans escorte, dans une telle promiscuité, commença-t-il d'une voix traînante, brisant le silence lourd du compartiment. « Le destin fait bien les choses. Laissez-moi vous offrir ma compagnie. Je me nomme Lord Sterling. » Clara ne sia pas. Elle tourna lentement la tête vers lui, son regard bleu d'une froideur absolue. « Je voyage pour mes propres affaires, monsieur, et je n'ai nul besoin de compagnie, » répondit-elle d'une voix claire qui fit lever les yeux d'un vieux couple de marchands, assis à côté d'eux.
Sterling laissa échapper un léger rire condescendant, nullement découragé par ce ton glacial. Il ajusta à nouveau son monocle, un sourire ironique flottant sur ses lèvres. « Allons, ne soyez pas si farouche. Les routes sont dangereuses pour une femme seule, et les auberges de Douvres sont mal famées pour les voyageuses sans protection. Une fois arrivées au port, je serai ravi de vous guider vers un établissement plus confortable. Un mot de ma part peut vous ouvrir bien des portes. » Il insista en penchant légèrement son corps vers elle, une attitude familière qui fit reculer Clara contre la paroi de bois de la voiture. L'insinuation était claire. Sterling voyait en elle une femme de bonne naissance mais déchue, sans doute une institutrice ou une demoiselle de compagnie sans ressources, et par conséquent, une proie facile pour un homme de son rang. Clara sentit une vague de colère chasser le froid qui l'engourdissait. La veille encore, elle vivait sous la protection du duc de Rothbury, respecté de tous. Aujourd'hui, parce qu'Arthur l'avait jetée à la rue avec ce méprisant « Vous êtes libre », elle était exposée à la condescendance et aux basses intentions des hommes de la haute société. Cette humiliation supplémentaire, loin de la briser, cristallisa sa résolution. « Monsieur », dit-elle en le fixant droit dans les yeux, sa voix résonnante avec une autorité qui surprit l'aristocrate. « Votre sollicitude est aussi déplacée qu'importune. Je vous conseille de garder vos recommandations pour les personnes qui les sollicitent. Si vous importunez encore une seule fois ma traversée, je demanderai au cocher de vous faire descendre à la prochaine halte, dû votre titre, en souffrir. » Le vieux marchand assis à côté d'eux laissa échapper un grognement d'approbation. Sterling, le visage soudain empourpré par l'affront public, retira son monocle d'un geste sec et se réinstalla contre son dossier, affectant un désintérêt soudain. « Comme il vous plaira, mademoiselle », grommela-t-il en détournant le regard vers la fenêtre opposée. Clara reporta ses yeux sur le paysage brumeux qui défilait. Ses doigts se serrèrent plus fort sur son médaillon d'argent. Cette altercation venait de balayer ses dernières hésitations. En Angleterre, sans nom et sans fortune, elle ne serait jamais qu'une cible pour le mépris ou la convoitise des puissants. La France, avec la pension honnête de sa tante, représentait sa seule chance de vivre en sécurité et avec dignité. Alors que la diligence amorçait sa descente vers les falaises de Douvres, révélant au loin la ligne grise et agitée de la mer, Clara prit sa décision finale. Elle ne regarderait plus en arrière. Elle monterait sur le premier navire en partance, laissant définitivement derrière elle ce pays, ses injustices, et l'homme dont le souvenir continuait, malgré elle, de lui serrer le cœur. Le cheval-bail d'Arthur s'effondra presque d'épuisement dans la cour pavée du relais de poste du Faucon couronné, à quelques milles seulement des falaises de Douvres. Les flancs de la bête battaient lourdement, couverts d'une écume blanche. Arthur mit pied à terre sans attendre qu'un valet ne s'approche, manquant de trébucher sur les pavés glissants de boue. Ses vêtements étaient trempés, son visage marqué par les projections de terre et la fatigue de plusieurs heures d'une course effrénée. Il poussa la porte lourde de l'auberge, faisant tinter la cloche de cuivre. À l'intérieur, la chaleur du foyer et l'odeur de bière forte l'accueillirent, mais il n'y prêta aucune attention. Il se dirigea droit vers le comptoir où le maître des postes, un homme corpulent en gilet de laine, vérifiait ses registres. La diligence de Douvres lança Arthur d'une voix rauque, coupant le souffle des clients attablés. Est-elle passée? Le maître des postes leva des yeux ronds, intimidé par la stature imposante et l'air farouche de ce cavalier crotté qui portait pourtant, sous son manteau souillé, des habits d'une coupe irréprochable. « Elle est passée il y a près de 2 heures, monsieur », répondit l'homme en hésitant. « Les voyageurs doivent déjà être sur les quais. Et le paquebot pour la France, le navire pour Dieppe. L'Étoile du Nord, monsieur. Si le vent reste favorable, il lèvera l'ancre à 3 heures précises. Mais avec l'état de la route menant aux falaises, vous n'arriverez jamais à temps. Même avec une bête fraîche, il vous faudra plus d'1 heure pour atteindre le port. Et le temps de descendre au jeté. » Arthur jeta un coup d'œil
à la grande horloge de bois qui trônait dans la salle. Il était déjà 2 heures moins le quart. Le maître des postes disait vrai. Les routes secondaires étaient ravagées par la tempête de la veille, encombrées de branches et de boue profonde. Physiquement, il lui était impossible d'atteindre le quai avant que la passerelle de l'Étoile du Nord ne soit retirée. Clara allait lui échapper. Elle allait traverser la Manche, emportant avec elle sa seule chance de réparer sa folie. Une panique glaciale, plus violente que toutes les colères qu'il avait jamais éprouvées, s'empara de lui. Il ne pouvait pas la laisser partir. Il ne pouvait pas permettre que son dernier souvenir d'elle soit cette scène atroce dans la bibliothèque. Il posa ses mains à plat sur le comptoir. Sa bague sigillaire en or, gravée aux armes de la maison de Rothbury, brilla sous la lumière de la lanterne de cuivre. « Apportez-moi du papier officiel, une plume et de la cire à cacheter », ordonna-t-il d'un ton qui ne souffrait aucune réplique. Le maître des postes fronça les sourcils, offensé par cet arrogant. « Monsieur, je ne fournis de papier officiel qu'aux représentants de la couronne ou je suis le duc de Rothbury, père du royaume et membre du conseil privé de Sa Majesté, » coupa Arthur, en ouvrant son manteau pour révéler le revers de sa veste, où brillait discrètement l'insigne de sa charge. « Et je vous ordonne de m'obéir sur le champ. » L'aubergiste pâlit instantanément. Il s'inclina si bas que son front faillit toucher le comptoir, puis s'empressa de fouiller dans un tiroir pour en sortir une feuille de parchemin épais, une écritoire et un pain de cire rouge. Arthur s'installa à une table d'angle, écartant brutalement une chope vide. Sa main, d'ordinaire si ferme lorsqu'il signait les décrets de l'État, tremblait légèrement sous le coup de l'émotion. Il trempa la plume dans l'encre et écrivit d'une traite, d'une écriture large et impérieuse. Par ordre extraordinaire du Conseil privé, et sous l'autorité de notre charge, nous ordonnons la suspension immédiate de tout trafic maritime le long de la côte sud de l'Angleterre. Aucun navire, transport de passagers ou marchand ne doit quitter les ports de Douvres, Folkestone et Portsmouth à compter de la réception du présent décret. Les capitaines de port sont tenus de faire baisser les barrières et de retenir les navires à quai sous peine de haute trahison. Il prit le pain de cire, le présenta à la flamme de la bougie qui vacillait sur la table et laissa couler une large goutte rouge au bas du parchemin. Sans hésiter, il y pressa sa bague sigillaire, y imprimant le lion des Rothbury. Il se leva et appela le maître des postes qui tremblait à quelques pas de là. « Faites monter 3 de vos meilleurs cavaliers sur vos chevaux les plus rapides, » ordonna le duc. Le premier doit porter ce pli au capitaine du port de Douvres, le second à Folkestone, le troisième à Portsmouth. S'ils crèvent leur monture, je les rembourserai au décuple. Mais ce pli doit être entre les mains du capitaine de Douvres avant 2 heures et demie. Partez. L'homme prit le document comme s'il s'agissait d'une matière explosive et se précipita vers les écuries en criant des ordres à ses valets. Arthur retourna près de la fenêtre, regardant les cavaliers s'élancer sur la route dans une gerbe de boue. Il venait de commettre un acte d'une gravité sans précédent. Fermer les ports de la Manche pour une affaire privée, paralyser le commerce de la nation et risquer sa position politique ainsi que son honneur devant le Parlement. Le scandale serait immense dès le lendemain à Londres. Mais alors qu'il contemplait l'horizon gris, le duc ne ressentait aucun regret. Il avait utilisé le pouvoir de l'État comme une arme pour retenir une simple gouvernante, et le destin de l'Angleterre était désormais suspendu à la fuite de Clara Vance. Le son lourd et cuivré de la cloche de la capitainerie résonnait à travers le port de Douvres, couvrant le bruit des vagues et le rouspétail des marins. Sur les quais trempés par l'insidieux crachin marin, la foule des voyageurs s'amassait en un tumulte grandissant. Des soldats en uniforme rouge, le mousquet à l'épaule, se déploient à l'entrée des pontons, repoussant brutalement la foule qui tentait d'accéder au navire. Clara se tenait au pied de la passerelle de l'Étoile du Nord, sa malle de cuir fermement serrée contre son flanc. Autour d'elle, l'incompréhension et la colère faisaient monter les voix. « Circulez !» criait un sergent de la garde côtière en étendant le bras.
Aucun navire ne quitte le port. Ordre de la couronne. Mais enfin, c'est absurde. S'insurgea un marchand à quelques pas de Clara. Mes marchandises vont pourrir dans les cales. De quel droit bloquez-vous les passages maritimes? Par ordre extraordinaire du conseil privé, répliqua le sergent d'un ton tranchant. Les frontières maritimes du Sud sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Tout capitaine qui tentera de lever l'ancre sera accusé de haute trahison. Clara sentit un frisson glacial glisser le long de sa colonne vertébrale. Un ordre du conseil privé. Une décision aussi radicale ne pouvait pas être un simple hasard du calendrier. Même si elle peinait à mesurer l'étendue de la folie d'Arthur, la coïncidence était trop effrayante pour être ignorée. Si le duc avait réellement utilisé son autorité pour bloquer les ports, alors il ne tarderait pas à arriver à Douvres pour la traquer. À quelques mètres de là, elle aperçut la silhouette élégante mais furieuse de Lord Sterling. L'aristocrate, tenant son monocle d'une main gantée, tempêtait contre un officier de la marine, exigeant qu'on lui prépare un canot privé en faisant valoir ses titres et sa fortune. Clara n'hésita pas une seconde. Rester sur le quai commercial ou s'installer sagement dans l'une des grandes auberges du port revenait à se jeter dans la gueule du loup. Tôt ou tard, Sterling ou les hommes du duc la retrouveraient. Sa fierté et sa liberté exigeaient qu'elle agisse sans attendre qu'un homme ne décide de son sort. Elle détourna la tête, rabattit plus profondément la capuche de son manteau sur son visage et s'éloigna à pas rapides du quai principal. Elle s'enfonça dans le dédale des ruelles étroites de la basse ville, là où l'odeur de goudron, de poissons salés et de marée basse devenait plus prenante. C'était le quartier des pêcheurs et des marins d'eau trouble, un endroit peu fréquenté par la bonne société, mais où les règles du royaume s'appliquaient avec une souplesse intéressée. Au bout d'un ponton de bois vermoulu, à l'écart des patrouilles militaires, un homme au visage tanné par le seul et aux cheveux grisâtres s'affairait à réparer ses filets à bord d'une solide barque de pêche à 2 mâts. Clara s'approcha prudemment du bord du quai, sa main se posant instinctivement sur le médaillon d'argent qu'elle portait sous sa robe pour y chercher de la force. « Holà, le marin !» dit-elle d'une voix ferme qui tranchait avec le souffle du vent. L'homme leva des yeux méfiants sous son surroi de toile cirée. Il dévisagea la jeune femme, surpris de voir une demoiselle si bien vêtue dans un tel endroit. « Vous vous êtes trompée de chemin, petite dame !» grommela-t-il en reprenant son travail. La promenade des riches est de l'autre côté de la jetée. Et de toute façon, le port est verrouillé. Je sais que le port est fermé, répondit Clara en descendant les 3 marches de pierre glissantes qui menaient au ponton. Et je sais aussi que les patrouilles ne surveillent pas chaque crique caché sous les falaises. Je dois être en France avant l'aube. Le pêcheur laissa échapper un rire sec. Traverser la Manche de nuit, par ce temps, avec la garde royale qui patrouille. Vous êtes folle, mademoiselle. Mon bateau est solide, mais je tiens à ma peau et à ma liberté. Clara ouvrit sa bourse de toile et en sortit la totalité de ses économies. Quelques pièces d'or et d'argent qu'elle avait soigneusement économisées sur ses anciens gages de gouvernante. Elle les fit briller sous la faible lumière de la lanterne du ponton. « Voici 5 guinées d'or, dit-elle sans fléchir, et je vous en donnerai 5 autres dès que mes pieds toucheront le sable de Dieppe. C'est plus que ce que votre pêche vous rapportera en 3 mois. » Le marin s'arrêta. Ses yeux avides se fixèrent sur l'or. Il cracha à la mer, hésitant manifestement. « 5 guinées maintenant. Et 5 là-bas ?» demanda-t-il en baissant la voix. « Tout de suite, confirma Clara. Mais nous devons partir dès que la marée tournera, à minuit, depuis les criques à l'est de la ville. » Le pêcheur attrapa les pièces de la main de Clara avec une rapidité de rapace, marché conclu, murmura-t-il. « Rendez-vous dans la crique des contrebandiers, sous la grande falaise blanche, à minuit précis. Si vous n'êtes pas là, je pars sans vous et je garde l'or. » Clara hocha la tête, le cœur battant d'un mélange d'angoisse et de triomphe. Elle venait de lier son destin à une embarcation précaire et à un marin douteux pour braver le blocus de la couronne.
Alors qu'elle remontait vers la ville pour attendre l'heure dite dans l'ombre, le bruit lointain de sabots de chevaux martelant les pavés de la haute ville lui parvint. Arthur était arrivé à Douvres, mais Clara avait déjà tracé sa voie vers la mer. La nuit était tombée sur la crique des contrebandiers, une entaille sombre dans les falaises de craie blanche à l'est de Douvres. Le ressac de la mer Noire contre les galets produisait un grondement régulier et menaçant. Clara se tenait sur le ponton de bois glissant, le vent glacé fouettant son visage et rabattant son manteau mouillé contre ses jambes. À ses pieds, la barque de pêche tanguait violemment, retenue par une simple amarre que le vieux marin s'apprêtait à détacher. « Dépêchez-vous, mademoiselle », lança le pêcheur à voix basse, jetant des regards inquiets vers le sommet de la falaise. Le vent forcit, et si une patrouille de la garde côtière passe sur le sentier, nous finirons tous les deux au cachot, montés à bord. Clara prit une profonde inspiration. Sa main se serra sur le médaillon d'argent caché sous son col. Elle posa un pied sur le bord de l'embarcation instable, prête à abandonner l'Angleterre et toutes ses souffrances. Clara. Le cri, porté par le vent, résonna contre la paroi de la falaise. Clara sursauta et manqua de perdre l'équilibre. Elle se retourna brusquement. Au sommet des marches de bois qui descendaient de la falaise, une haute silhouette venait d'apparaître. Même dans l'obscurité, Clara reconnut instantanément cette stature, cette démarche impérieuse qui s'était pourtant faite plus lourde sous le poids de la fatigue. C'était Arthur. Ses vêtements de drap fin étaient déchirés par les ronces, ses bottes couvertes de la boue des chemins, et ses cheveux sombres collaient à son front trempé de sueur et de pluie. Il descendit les marches 4 à 4, manquant de glisser à plusieurs reprises, dépouillé de toute cette superbe aristocratique qui l'entourait d'ordinaire. « Restez où vous êtes !» cria Clara, sa voix vibrant d'un mélange de panique et de colère. « Ne faites pas un pas de plus, monsieur le duc. » Arthur atteignit le ponton de bois. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, pantelant, la poitrine soulevée par un souffle court. Ses yeux sombres, d'ordinaire si froids et calculateurs, étaient emplis d'une détresse si brute que Clara en fut saisie. Il tendit une main vers elle, une main qui tremblait visiblement. « Clara, je vous en supplie, descendez de cette barque. C'est une folie. La mer est trop haute, ce bateau ne tiendra pas la nuit. Ma vie ne vous regarde plus, » répliqua-t-elle en reculant vers le centre de l'embarcation. « Vous m'avez chassé de votre demeure. Vous m'avez dit que j'étais libre. Je prends cette liberté que vous m'avez jetée au visage comme une insulte. » Le pêcheur, nerveux, intervint en posant sa main sur la rame. « Mademoiselle, si c'est votre maître, je ne veux pas d'ennui avec la justice. Rendez-moi mon or et descendez. Gardez l'or et taisez-vous. » ordonna Arthur d'une voix de tonnerre qui fit taire le marin. Le duc fit un pas de plus sur le ponton vermoulu. L'eau de mer venait s'écraser contre les planches, éclaboussant ses bottes. Il ne regardait que Clara, ignorant le danger de la marée montante. « Je ne vous ai pas chassé parce que je vous croyais coupable, Clara, » dit-il, sa voix se brisant sous l'effort et l'émotion. « Je vous ai chassé parce que j'avais peur, peur de ce que je ressentais pour vous. Quand j'ai cru que vous aimiez mon cousin, la jalousie m'a rendu fou. J'ai agi comme un tyran pour ne pas avouer que mon cœur était entre vos mains. » Clara le fixa immobile au milieu de la barque qui tanguait. Les mots du duc résonnaient en elle, heurtant sa fierté et éveillant une émotion qu'elle croyait avoir enfouie. « Et pour réparer cette erreur, vous avez fait fermer les ports ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Les soldats sur les quais, cette cloche qui sonnait. « C'était vous ?»« Oui, » confessa Arthur sans une once d'hésitation. « J'ai signé un décret d'État. J'ai bloqué la côte sud. J'ai risqué mon nom, ma charge et ma liberté pour que vous ne puissiez pas monter sur ce navire. Si je devais paralyser le royaume tout entier pour vous empêcher de disparaître, Clara, je le ferais sans hésiter. » Le vent sembla faiblir un instant, laissant planer un silence électrique entre eux, seulement troublé par le clapotis de l'eau. Clara mesura l'immensité de ce que cet homme venait de faire. Un duc d'Angleterre, ministre de la couronne, venait de commettre un acte de haute trahison envers ses fonctions, uniquement pour réparer l'injustice qu'il lui avait causée.
Ce n'était plus de l'orgueil. C'était une folie passionnelle qui la laissait interdite. « Montez-vous ou pas, mademoiselle ?» demanda le pêcheur, impatient, sentant la marée tourner. Arthur fit un dernier pas, tendant à nouveau sa main ouverte vers elle, ses yeux implorants, dépouillés de tout masque social. « Ne partez pas, Clara. Venez avec moi, pas en tant que gouvernante, pas en tant que suspecte. Venez pour que je puisse vous prouver qui je suis réellement. » Clara regarda la mer sombre et menaçante qui s'étendait devant elle. Puis elle tourna les yeux vers Arthur. L'homme qui se tenait devant elle n'était plus le maître hautain de Blackwood, mais un suppliant qui avait tout risqué pour elle. Sa fierté était satisfaite, mais son cœur exigeait désormais des réponses. Elle attrapa sa malle de cuir d'une main ferme, refusa la main tendue d'Arthur pour garder son indépendance, et remonta sur le ponton de bois. « Je ne retournerai pas à Blackwood, » dit-elle en le fixant avec une résolution tranquille. « Mais je consens à vous écouter. Nous irons à l'auberge de l'Ancre d'Or. C'est là que vous me direz tout, Arthur. Et c'est moi qui déciderai si je dois rester ou partir. » Arthur laissa échapper un long soupir de soulagement, comme si la vie revenait enfin en lui. Il s'inclina légèrement, acceptant ses conditions sans discuter. Ils prirent ensemble le chemin de la ville, marchant côte à côte dans l'obscurité, alors que le port de Douvres demeurait paralysé par le décret d'un homme amoureux. L'aubergiste de l'Ancre d'Or s'était confondu en excuses et en courbettes en reconnaissant, malgré la boue et le désordre de sa tenue, le prestigieux duc de Rothbury. En quelques minutes, un salon privé à l'étage avait été mis à leur disposition. Une flambée joyeuse crépitait désormais dans la cheminée de pierre, jetant une lueur dansante sur les murs lambrissés de cette pièce modeste mais chaleureuse. Clara s'était approchée du foyer, tendant ses mains glacées vers la chaleur. Elle avait retiré son manteau trempé, révélant sa robe grise dont l'ourlet était noirci par l'eau de mer. Arthur l'observait depuis le seuil, immobile, n'osant pas rompre la distance qu'elle avait instaurée entre eux. Il fit glisser sa bague sigillaire autour de son doigt, un geste machinal qui trahissait son immense nervosité. « Vous devriez vous approcher davantage du feu, » dit-il doucement. « Vous tremblez. » Clara ne se retourna pas immédiatement. Elle prit le temps de détacher son médaillon d'argent, essuyant une goutte d'eau salée, qui s'était déposée sur le métal avant de le replacer sous son col. « Le froid de la mer n'est rien en comparaison de la rudesse de vos paroles d'hier, » répondit-elle enfin en se tournant vers lui. Arthur accusa le coup, baissant un instant les yeux. Il s'approcha de la table de bois brute au centre de la pièce sur laquelle l'aubergiste avait déposé un plateau avec du thé chaud et du pain d'épices. Il versa une tasse d'une main étonnamment mal assurée et la lui présenta. Clara hésita, puis accepta le bol de faïence. Leurs doigts se frôlèrent, et un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid traversa la jeune femme. « Je sais que je vous ai blessée, Clara, » commença-t-il, sa voix grave résonnant dans le calme de la pièce. « J'ai agi sous le coup d'une colère irrationnelle. Mais tout cela est derrière nous maintenant. Dès demain matin, une berline confortable viendra nous chercher. Vous rentrerez à Blackwood. Georgiana vous attend. Et je veillerai personnellement à ce que votre position soit rétablie avec tous les honneurs qui vous sont dus. » Clara posa lentement sa tasse sur la table. Elle le regarda avec une gravité qui fit vaciller l'assurance du duc. « Vous n'avez donc rien compris, Arthur, » dit-elle d'un ton d'une tristesse infinie. « Vous pensez réellement que tout peut redevenir comme avant, que je vais simplement monter dans votre voiture, reprendre mon tablier de gouvernante et feindre que rien ne s'est passé. C'est votre place, affirma-t-il, décontenancé. Je vous offre de réparer mon erreur. Je doublerai vos gages, Assez, le coupa-t-elle, la voix ferme. Vous parlez encore comme un maître qui distribue des récompenses à une servante obéissante. Pensez-vous que mon honneur s'achète avec des gages doublés ou une berline suspendue? Vous m'avez jeté dehors sur un soupçon. Vous avez prouvé que, malgré tous nos échanges, toutes ces soirées passées à partager vos pensées, vous ne me considériez que comme une employée que l'on possède et que l'on rejette à sa guise. Clara, ce n'est pas ce que je voulais.
Si je retournais à Blackwood dans ces conditions, poursuivit-elle sans le laisser l'interrompre, je perdrais le peu d'estime que j'ai pour moi-même. Les domestiques chuchoteraient sur mon passage. Votre sœur verrait en moi une femme qui a cédé à la pression de son frère. Et vous me regarderiez chaque jour en sachant que vous avez pu me briser et me racheter. Arthur la fixa, désemparé. Pour la première fois de sa vie d'aristocrate, il se heurtait à une volonté que ni sa fortune, ni son titre, ni sa puissance politique ne pouvaient influencer. Il venait de faire fermer les ports d'Angleterre, une décision qui allait ébranler le gouvernement dès le lendemain. Et pourtant, il était incapable de convaincre cette femme de faire 3 pas vers lui. Son pouvoir de duc s'arrêtait là où commençait la fierté de Clara. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda-t-il, la voix presque éteinte, dépouillée de toute autorité. « Je veux que vous acceptiez ma liberté, » répondit-elle en s'approchant de lui, le regardant droit dans les yeux. « Je veux que vous compreniez que je ne vous appartiens pas. Si je dois rester en Angleterre, ce ne sera pas parce qu'un décret m'empêche de monter sur un bateau, ni parce que vous me l'ordonnez. Ce sera parce que je l'ai choisi. » Arthur sentit un nœud se former dans sa gorge. Il comprit à cet instant que le contrat qui les liait était définitivement rompu. La gouvernante de Blackwood n'existait plus. S'il voulait que Clara Vance fasse à nouveau partie de sa vie, il devait renoncer au rôle de maître et apprendre à la courtiser, comme une femme libre, son égale en tout point. « Je comprends, » dit-il lentement, acceptant la défaite avec une noblesse nouvelle. « L'ancienne vie est terminée. Mais permettez-moi au moins de rester ici, à Douvres, jusqu'à ce que vous ayez pris votre décision. Non pas comme votre employeur, mais comme un homme qui espère obtenir votre pardon. » Clara observa le visage fatigué du duc, la sincérité de son regard et l'absence totale de cette morgue qui la blessait tant autrefois. Une lueur de tendresse, qu'elle s'efforça de dissimuler, passa dans ses yeux. « Soit, » dit-elle doucement, « vous pouvez rester, mais demain, vous ferez rouvrir ces ports. L'Angleterre n'a pas à souffrir de nos différends. » Arthur hocha la tête, acceptant ces conditions. Le rapport de force venait de changer radicalement entre eux. Le duc avait retrouvé la femme qu'il cherchait, mais il savait désormais que le plus difficile restait à faire. Gagner le cœur d'une femme qui n'avait plus rien à perdre. Le lendemain matin, la grande salle commune de l'Ancre d'Or offrait un spectacle de joyeux chaos. La nouvelle de la réouverture imminente des ports, signée à l'aube par le duc lui-même, s'était répandue comme une traînée de poudre. Les marchands soulagés s'activaient autour de leurs bagages. Les marins s'interpellaient à voix haute et les voyageurs se pressaient autour des tables pour avaler un dernier repas chaud avant l'embarquement. L'odeur de pain grillé, de bière forte et de laine mouillée flottait dans l'air brumeux de la matinée. Clara descendit les marches de l'escalier de bois, sa petite malle de cuir à la main. Arthur marchait à ses côtés, respectant la distance qu'elle avait exigée. Mais sa présence vigilante agissait comme un bouclier invisible contre la bousculade de la foule. Il avait retrouvé un peu de sa superbe, ayant fait brosser ses vêtements, mais ses yeux sombres ne quittaient pas le visage de Clara, guettant le moindre de ses mouvements. Alors qu'ils atteignaient le bas de l'escalier, une voix forte et ironique s'éleva au-dessus du brouhaha de la salle. « Tiens, tiens, notre mystérieuse voyageuse a trouvé un protecteur bien prompt à la secourir. » Lord Sterling se tenait près du comptoir, un verre de sherry à la main. Il ajusta son monocle d'or d'un geste théâtral, un sourire méprisant étirant ses lèvres fines. Plusieurs voyageurs et officiers de marine se tournèrent vers lui, attirés par le ton provocateur de l'aristocrate. Je me demandais quelle affaire d'État avait bien pu pousser notre gouvernement à paralyser la moitié du commerce de la Manche, poursuivit Sterling en s'avançant vers eux, élevant la voix pour être sûr d'être entendu de toute l'assemblée. Mais je vois que la raison est bien plus intime. Le grand-duc de Rothbury court après sa gouvernante en fuite. « Dites-moi, Miss Vance, est-ce le salaire ou les faveurs du maître qui vous ont fait revenir sur votre décision de partir ?» Un silence lourd s'abattit instantanément sur la grande salle. Les conversations s'arrêtèrent net. Les regards curieux et goguenards se fixèrent sur Clara.
la rumeur publique, prompte à détruire la réputation d'une femme sans défense, planait au-dessus d'elle comme une sentence. Clara sentit le sang affluer à ses joues. Sa main se serra convulsivement sur son médaillon d'argent. Elle s'apprêtait à répondre avec toute la froideur dont elle était capable, mais Arthur la devança. Le duc fit un pas en avant, sa haute stature masquant presque entièrement Clara. Ses yeux noirs fixèrent Nelly Sterling avec une intensité si meurtrière que ce dernier recula d'un pas, perdant un peu de son assurance. Arthur posa sa main droite sur la table voisine, sa bague sigillaire en or brillant sous la lumière des lanternes. « Mesurez vos paroles, Sterling », dit Arthur, d'une voix basse et glaciale, qui résonna distinctement dans le silence de l'auberge. « Vous parlez de la femme qui détient mon cœur et mon honneur. » Sterling laissa échapper un rire nerveux, tentant de sauver la face devant les témoins attentifs. « Allons, Rothbury, ne nous jouez pas la comédie du chevalier défenseur. Tout le monde sait qu'une gouvernante ne devient pas. » Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Arthur se tourna lentement vers Clara. Sous les yeux ébahis des marchands, des marins, des soldats et de Sterling lui-même, le grand-duc de Rothbury, l'homme le plus fier et le plus craint de la haute société anglaise, fléchit lentement le genou. Il posa un genou à terre sur le plancher de bois brut de la taverne. La salle entière laissa échapper un murmure de stupeur. Un duc s'agenouillant dans une auberge de port devant une femme sans fortune était un spectacle que personne ici n'aurait cru possible de voir un jour. Arthur prit la main de Clara dans la sienne. Ses longs doigts, fins, d'ordinaire si distants, serrèrent les siens avec une douceur infinie. Il leva les yeux vers elle, dépouillé de tout orgueil, n'offrant à son regard que sa vérité d'homme. « Clara », dit-il d'une voix claire et ferme qui porta jusqu'au coin les plus reculés de la pièce. « Devant tous ces témoins, je vous demande pardon pour mes doutes et mon aveuglement. Je vous demande de me faire l'honneur de devenir mon épouse. Acceptez-vous de rentrer à Londres, non pas comme ma gouvernante, mais comme la duchesse de Rothbury ?» Clara sentit ses larmes déborder enfin, mais c'étaient des larmes de soulagement et de triomphe. Elle regarda cet homme puissant qui venait de sacrifier sa dignité aristocratique devant une foule de roturiers pour laver son honneur à elle. En s'agenouillant dans cette taverne, Arthur venait de détruire à jamais le pouvoir que la société avait sur eux. Il avait transformé son blocus autoritaire en une soumission amoureuse absolue. Sterling, blême et humilié, détourna le regard et se glissa discrètement vers la sortie, comprenant qu'il venait de perdre toute crédibilité. Clara posa sa main libre sur l'épaule d'Arthur, sentant la chaleur de son corps à travers le drap de son manteau. « Relevez-vous, Arthur », dit-elle dans un souffle, un sourire radieux illuminant son visage. « Oui, j'accepte de devenir votre épouse. » Arthur se leva, et sous les applaudissements et les acclamations soudaines des marins et des voyageurs conquis par ce drame romantique, il prit Clara dans ses bras. La décision était prise, le blocus était levé, mais un nouveau défi les attendait désormais. Affronter la haute société londonienne, qui n'allait pas tarder à apprendre le scandale de Douvres. Les lustres de cristal de la grande salle de bal de Rothbury House jetaient des milliers de reflets dorés sur la foule parée de soie, de velours et de diamants. Toute la haute société londonienne s'était réunie ce soir-là, mais l'atmosphère était lourde d'une attente presque fiévreuse. Les chuchotements bruissaient derrière les éventails de plumes. La rumeur de ce qui s'était passé à Douvres 3 mois plus tôt, ce blocus insensé de la côte sud ordonné par le duc pour rattraper une simple gouvernante, s'était propagée dans tous les salons de la capitale. Chacun attendait de voir comment le fier duc de Rothbury oserait présenter sa nouvelle épouse à la cour. Dans l'antichambre, Clara ajusta les plis de sa robe de bal en soie vert émeraude. Le tissu lourd et précieux soulignait l'éclat de son teint, et à son cou, suspendu à une fine chaîne de platine, le petit médaillon d'argent de sa mère reposait fièrement, refusant d'être caché par les parures de diamants que le duc lui avait offertes. Georgiana, resplendissante dans une robe de jeune fille rose pâle, lui prit doucement la main. « Tu es magnifique, Clara », murmura-t-elle avec un sourire affectueux. « Ne crains rien.
Ils n'oseront rien dire en présence d'Arthur. « Je ne crains pas leurs murmures, Georgiana, » répondit Clara d'une voix calme, bien que son cœur batte un peu plus vite. « J'ai affronté la tempête et la mer. Ce ne sont pas des salons dorés qui me feront faiblir. » Arthur s'approcha d'elle. Sa haute stature en habit de soirée noir et blanc imposait le respect. Il posa son regard sombre sur Clara, un regard empreint d'une adoration si profonde que le monde autour d'eux sembla s'effacer. Il fit tourner sa bague sigillaire en or autour de son doigt, non plus par impatience, mais pour contenir l'immense fierté qui l'envahissait. Il offrit son bras à Clara. « Êtes-vous prête, ma duchesse ?» demanda-t-il, la voix douce et basse, « à vos côtés, toujours. » répondit-elle en glissant sa main sous son bras. Les portes de la salle de bal s'ouvrirent à deux battants. Le majordome annonça d'une voix de stentor: « Le duc et la duchesse de Rothbury. » Un silence soudain et total s'abattit sur la pièce. Des centaines de visages se tournèrent vers le couple qui s'avançait sur le parquet ciré. Clara marchait la tête haute, son port de reine et sa grâce naturelle coupant court aux sourires moqueurs que certains s'apprêtaient à arborer. Arthur marchait à son côté, l'air résolu, prêt à défier quiconque oserait manquer de respect à son épouse. Alors qu'ils traversaient la pièce, une femme d'âge mûr au port altier, parée de lourdes émeraudes, leur barra gentiment le passage. C'était Lady Carlton, la doyenne de la haute société, dont le jugement pouvait faire ou défaire une réputation en un mot. « Rothbury, » dit-elle en examinant Clara à travers son face-à-main, « la rumeur prétend donc vrai. Vous avez réellement bouleversé le commerce du royaume pour cette jeune personne. On raconte que les ports d'Angleterre ont été fermés sur votre simple caprice. » Clara sentit la tension monter dans le bras d'Arthur, mais elle prit la parole avant que son époux ne puisse répondre avec sa rudesse habituelle. Elle offrit à Lady Carlton un sourire d'une politesse exquise. « Le duc n'a pas agi par caprice, Lady Carlton, » dit Clara d'une voix claire, qui fut entendue des curieux alentours. « Il a agi pour corriger une injustice et protéger l'honneur d'une femme. Si l'Angleterre a dû attendre un jour pour que justice soit faite, je crois que notre nation n'en est que plus grande. » Lady Carlton parut surprise par cette répartie pleine d'esprit et de dignité. Elle abaissa son face-à-main, un léger sourire de respect, étirant ses lèvres fardées. « Vous avez de la répartie, madame la duchesse, » dit la vieille dame, « et de la noblesse dans le sang, assurément. Soyez la bienvenue parmi nous. » Arthur prit alors la parole, fixant Lady Carlton puis l'assemblée qui les entourait. « Ma décision de fermer les ports était un acte désespéré, » dit-il fermement. « Mais je recommencerai sans hésiter une seconde. L'Angleterre a beaucoup de ports, mais elle n'a qu'une seule Clara Vance, et elle est désormais ma femme. » Un murmure d'approbation et d'admiration parcourut la foule. Les doutes s'évanouirent, remplacés par la fascination pour cette passion qui avait fait plier les lois du royaume. À cet instant, l'orchestre entama les premières mesures d'une valse lente. Arthur se tourna vers Clara, s'inclinant avec une déférence parfaite. « Me feriez-vous l'honneur de cette danse, Clara ?» Elle posa sa main dans la sienne. Il la guida vers le centre de la piste de bal. Les autres couples s'écartèrent spontanément, leur laissant toute la place sous la lumière des lustres. Arthur passa sa main autour de la taille fine de Clara, la serrant contre lui avec une tendresse infinie. Ils commencèrent à tourner, leurs mouvements s'accordant, avec une harmonie parfaite. Pour l'auditeur attentif, cette valse n'était pas seulement une danse de salon, c'était le triomphe de leur amour sur le protocole et les préjugés. « Vous dansez divinement », murmura Arthur en plongeant son regard dans le sien. « J'ai eu un bon maître », répondit-elle avec un sourire taquin, « bien qu'il ait parfois tendance à vouloir tout contrôler, même les frontières. »« Je ne contrôlerai plus jamais votre vie, Clara, » dit-il d'une voix empreinte d'une promesse solennelle. « Vous êtes libre, mais je passerai chaque jour de ma vie à faire en sorte que vous choisissiez de rester à mes côtés. » Clara se serra un peu plus contre lui, sentant les battements réguliers de son cœur sous son habit de soirée. Le médaillon d'argent contre sa poitrine lui rappelait le chemin parcouru, de la bibliothèque pluvieuse de Blackwood
au quai froid de Douvres, jusqu'à cette étreinte chaleureuse, au milieu de la cour d'Angleterre. « Je suis libre, Arthur, » murmura-t-elle, alors qu'il tournait sous les applaudissements discrets de la société conquise. « Et je choisis d'être à vous pour toujours. » La valse les emporta dans un tourbillon de lumière et de soie, scellant leur union devant le monde entier. Un amour qui avait arrêté le temps et les navires, et qui désormais ne connaîtrait plus de frontières.